Le Mali vient d'écrire une nouvelle page de son histoire avec la pose de la première pierre d'un vaste chantier pour refonder l'infrastructure hospitalière du pays par le président de la transition. C'était ce matin au centre de santé de référence de Korofina. Le chef de l'État met ainsi en œuvre l'une des recommandations des États généraux de la santé. Les cours ont repris ce lundi 10 novembre après 2 semaines de suspension à cause de la crise de carburant. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur le terrain pour un constat. Les responsables de l'éducation promettent de tout mettre en œuvre pour rattraper le temps perdu. Célébration de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles demain 11 novembre. À la veille de cette date importante pour le Mali, le ministre en charge de la culture a rappelé le rôle combien important de ces autorités et légitimités. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Demain aussi, Bamako Expo 2025 ouvre ses portes au parc des expositions de Bamako, un salon qui met en avant la sécurité et la défense avec la collaboration de la Turquie. Ce rendez-vous consolidera davantage la coopération entre le Mali et la Turquie sur le plan sécuritaire. Ces dernières années, notre pays a acquis beaucoup d'équipements militaires turcs. La pneumonie, Focus Santé s'y intéresse ce soir, une maladie qui se manifeste par une toux, une douleur à la poitrine ou une difficulté à respirer. Pour la prévention, une bonne hygiène de vie ou la vaccination s'impose. Voilà pour le sommaire, le développement incessamment. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Tout d'abord, et en images, montée des couleurs à Koulouba ce lundi 10 novembre en présence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et du personnel de la présidence. Une tradition respectée encore une fois ce premier lundi du mois. Un symbole fort de l'unité nationale et de l'affirmation de la souveraineté du Mali. Il traduit la volonté constante des autorités de la transition de promouvoir le civisme, de renforcer le sentiment d'appartenance et d'inculquer à chaque citoyen les valeurs de patriotisme et de devoir envers la nation. Montée des couleurs ce matin à Koulouba, en présence du chef de l'État, Assimi Goïta. Une tradition respectée ce premier lundi du mois. Un symbole fort de l'unité nationale et de l'affirmation de la souveraineté du Mali. C'était ce matin au palais présidentiel de Koulouba. Le président de la transition entouré de ses collaborateurs pour la montée des couleurs ce premier lundi du mois. Après la montée des couleurs à Koulouba, le président de la transition s'est rendu à Korofina, je le disais en titre. Le général d'armée Assimi Goïta a lancé au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier pour refonder l'infrastructure hospitalière du pays. Une des recommandations issues des États généraux de la santé, 15 nouveaux projets d'hôpitaux verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Ces établissements sont appelés à transformer le paysage sanitaire malien. Pour le président Goïta, il est important et même primordial de rapprocher les soins des populations et garantir un accès équitable à des services de santé de qualité. Le dit projet a été intégralement financé sur budget national. Garibou Pérou, Adaman Kamara, Tchédé Kamara y était pour ORTM 1.
Pierre providentielle, pierre de l'espérance et de la renaissance sanitaire à Korofina. C'est un geste à haute portée que vient d'accomplir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En posant la première pierre de ces infrastructures sanitaires, le chef de l'État inscrit une fois encore son nom dans le marbre de l'histoire en marche vers la modernité. Il s'agit de 15 établissements hospitaliers ultramodernes, des édifices qui seront conçus selon les normes les plus exigeantes pour rapprocher les soins des citoyens et garantir à chacun un accès équitable à la santé. C'est avec un immense espoir que je viens de lancer le projet présidentiel d'urgence hospitalière. Et cette initiative, qui couvre une grande partie de notre territoire, vise à doter notre pays d'infrastructures hospitalières de qualité et conformes aux normes sanitaires et surtout en phase avec la carte hospitalière. L'un des avantages de ce projet, c'est de rapprocher la sécurité sanitaire des populations tout en garantissant des soins de qualité. Quand il y a eu les états généraux sur la santé, c'était l'une des recommandations phares. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces différents projets. Ambitieux, visionnaire et inédit dans sa conception, le programme présidentiel d'urgence lancé par le président Goïta repose sur 3 grands volets. D'abord, la transformation des centres de santé de référence des arrondissements de Bamako en véritables hôpitaux de district. Ensuite, la construction de nouveaux hôpitaux de district. Enfin, la réalisation d'hôpitaux régionaux modernes en adéquation avec la nouvelle carte hospitalière nationale. Autant de chantiers qui traduisent la volonté ferme du chef de l'État de bâtir un système de santé robuste, équitable et souverain. Ce projet ambitieux comporte 15 sites et surtout s'articule autour de 3 volets. Le premier volet concerne la transformation des CCRF de 7 arrondissements en hôpitaux de district. Et le deuxième volet va concerner la construction de nouveaux hôpitaux de district à travers le pays. Et le troisième volet, évidemment, va concerner la réalisation d'hôpitaux régionaux. Et ce projet phare, aujourd'hui, est entièrement financé par le budget national. Et ces infrastructures seront dotées d'équipements de dernière génération. Financé intégralement sur le budget national, le programme illustre la confiance renouvelée en la capacité du Mali à porter lui-même son développement. Réalisé simultanément sur les 15 sites retenus, ils donneront naissance à des structures équipées de technologies médicales de dernière génération et dotées de toutes les commodités nécessaires à une prise en charge efficace des patients. Ainsi, les CCRF de Bamako s'apprêtent à revêtir un visage nouveau, tandis que des hôpitaux de district et de région verront le jour à Bla, Kangaba, San, Kuchala, Bougouni, Djoila, Nyoro, Bandiagara et Koulikoro. Des infrastructures à fort impact social appelées à réduire significativement les évacuations sanitaires. C'est le minimum que nous pouvons offrir à nos populations. Et toute activité dépend de la santé. Et quand vous n'êtes pas en bonne santé, ça sera difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'avènement du Mali Koura. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le minimum que nous devons apporter à nos populations. D'abord la santé, et la santé c'est un droit, c'est une obligation. Et je pense qu'avec la mise en place de ces différentes infrastructures, nous pourrons vraiment compter sur l'avenir de nos populations en termes d'engagement et en termes de rentabilité. Et à cela, je voudrais inviter Madame le ministre de la Santé et du Développement social à veiller à la continuité du service public et pendant la durée de la construction et surtout de veiller au respect du délai contractuel avec les entreprises. Le calendrier de mise en œuvre est clair, 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux. Par cet acte fondateur, le président Goïta réaffirme une vision, celle d'un Mali debout, souverain, solidaire, où chaque citoyen, où qu'il soit, ait droit à la santé et à la dignité. La pierre ainsi posée symbolise la grandeur retrouvée de la nation malienne. Le peuple venu nombreux saluer cet engagement a eu raison d'acclamer le président Goïta, celui que beaucoup désignent déjà l'artisan du renouveau sanitaire.
Voilà, ça a été dit. Cette initiative présidentielle des 15 hôpitaux au Mali inclut aussi la transformation des centres de santé de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux du district, la construction de nouveaux hôpitaux du district à Bla et Kangaba, ainsi que la réalisation des hôpitaux régionaux dans les régions de San, Kuchala, Bougouni, Djoila, Nyoro, Banyangara et Koulikoro. Espoir pour les populations et grande satisfaction pour la hiérarchie sanitaire, nous dit Barakissa Ouattara. C'est une véritable modernisation de nos structures sanitaires qui vient d'être engagée. Le projet présidentiel d'urgence des hôpitaux, lancé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient renforcer davantage le maillage sanitaire, rapprocher les soins de santé de qualité aux populations et par la suite réduire les évacuations sanitaires. L'ambitieux projet prend son envol en commune 1 du district de Bamako. Nous vous remercions pour le choix porté sur notre commune pour non seulement la transformation de notre centre de santé de référence en hôpital de district, mais aussi pour abriter cet événement exceptionnel porté d'espérance et d'espoir. La réalisation des travaux permettra d'adapter l'offre de la santé à la demande pour le CSRF de la commune 1 qui couvre une superficie de 34 km² d'une population de 543 371 habitants avec une moyenne de 372 consultations par jour. Les hôpitaux régionaux seront ultra-modernes avec une grande capacité d'hospitalisation. L'ensemble des CCRF du district de Bamako renaîtront sous un nouveau visage, devenant des hôpitaux de district avec un renforcement de leur capacité d'accueil et de prise en charge spécialisée. Ces hôpitaux seront dotés de toutes les commodités nécessaires pour faire face aux urgences, aux consultations et aux interventions chirurgicales. Le présent projet présidentiel d'urgence va certainement améliorer les conditions de prise en charge de la santé de nos populations et marque le début des travaux de construction de plusieurs infrastructures sanitaires à l'échelle du pays. Il s'agit de transformer les centres de référence des arrondissements de Bamako en hôpitaux de district, de construire de nouveaux hôpitaux de district à Bla et à Kangaba, de réaliser des hôpitaux régionaux dans les régions de San, Kuchala, Bougouni, Djoila, Nyoro du Sahel, Banyangara et Koulikoro. Ces nouveaux joyaux architecturaux intégreront les exigences de la carte hospitalière ainsi que les grandes orientations en matière de conception d'infrastructures sanitaires modernes. Pour les hôpitaux du district du 1er arrondissement et du 6e arrondissement de Bamako, en raison de leur position stratégique, une unité d'hémodialyse sera construite, chose qui pourrait alléger considérablement la liste des patients insuffisants rénaux. Ces différentes infrastructures dont les travaux sont prévus pour 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux seront des symboles et des témoignages de la volonté manifeste du gouvernement de rapprocher les soins de santé de qualité aux populations. Ces hôpitaux sont donc le symbole d'une promesse tenue, celle d'un Mali où chaque vie compte et où la santé demeure un pilier essentiel du développement humain. De la santé, nous passons à la sécurité. Le chef secteur 3 de l'opération Dougokoloko a effectué une visite d'autorité au poste de sécurité de Soumpi le samedi 8 novembre. Une visite pour remonter le moral de la troupe, prodiguer des conseils après l'attaque barbare et lâche de JNIM et de FLA. Une attaque qui s'est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes et des matériels récupérés par les femmes à reportage Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly. Le vendredi 7 novembre, le camp de Soumpi dans le cercle de Niafunke a été la cible d'une attaque terroriste menée conjointement par des éléments du JNIM et du FLA qui ambitionnaient de prendre le contrôle du camp. Grâce à la détermination et au professionnalisme des éléments des forces de défense et de sécurité, l'ennemi a été mis en déroute après de violents combats. Les hommes du poste de Soumpi ont accompli un travail remarquable, salué par la hiérarchie. Ce qui m'anime vraiment, c'est un sentiment de confiance, un sentiment de fierté. Parce que ce que j'ai vu m'a vraiment permis de comprendre que les jeunes soldats qui se sont battus avec moi ont mis le Mali au-dessus de tout. Nous nous battons pour une cause noble et juste. Le Mali est ce que nous avons de plus précieux. Et cette guerre-là contre le terrorisme, nous n'avons pas d'autre choix que de la remporter.
Le chef du secteur 3 de l'opération Dougou Koloko, personnellement venu remonter le moral des troupes et féliciter les éléments, s'est réjoui de leur engagement, de leur bravoure dans la conduite des opérations. Je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Sumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après 2 rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Avant de se retirer, le chef secteur 3 a aussi rendu visite aux blessés Fama, dont quelques cas graves ont été transportés à Tombouctou. Il leur a transmis les messages d'encouragement des hautes autorités. Dieu merci. Et nous avons juste quelques cas graves. Sinon, le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc, nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu. Et voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre au quotidien pour que le Mali puisse rester un et indivisible, pour que le secteur puisse rester un et indivisible, pour que le secteur soit sécurisé, les personnes et les populations et leurs biens soient préservés. L'ennemi a subi d'importantes pertes. On dénombre une vingtaine de corps des terroristes retrouvés sur place. Côté logistique, 2 véhicules pick-up détruits, un récupéré en bon état, plusieurs motos et matériels divers. À Niafunké, tout comme à Gundam, le commandant de zone a rencontré les responsables des postes de sécurité et les a invités à redoubler de vigilance. À présent, le contenu de ce communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en sa qualité d'institution nationale des droits de l'homme, exprime son inquiétude et sa vive préoccupation face aux atteintes aux droits humains dont sont de plus en plus victimes les femmes. La CNDH a appris avec stupeur l'assassinat de la TikTokeuse Mariam Sissé le 7 novembre 2025 à Tonka, région de Tombouctou. Elle condamne cet acte ignoble et toutes les autres atteintes à l'intégrité physique dont sont victimes des femmes sur certains axes routiers. La CNDH exhorte les populations à plus de collaboration avec les forces armées maliennes, FAMA, réitère son soutien aux FAMA dans la lutte contre le terrorisme, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humain. On en vient à un autre titre de ce journal. Bamako Expo 2025, BAMEX 25 s'ouvre demain. Bamako devient la capitale africaine de la sécurité et de la défense, juste le temps de ce grand rendez-vous. Un salon rendu possible grâce au partenariat Mali-Turquie, une coopération qui se renforce davantage sur le plan sécurité et défense avec l'acquisition par notre pays d'équipements militaires turcs et la mise en place de programmes de formation. Bemba Sibi nous parle de ce partenariat stratégique entre le Mali et la Turquie. Dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation, le rapprochement entre le Mali et la Turquie illustre la dynamique d'une coopération sud-sud renforcée et indépendante. Les 2 États partagent une même vision, à savoir le respect de la souveraineté nationale et le refus de l'ingérence étrangère. Les relations entre le Mali et la Turquie reposent surtout sur la confiance, la solidarité et le partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat multiforme qui est d'abord politique et diplomatique. La Turquie, sur le plan politique, a toujours soutenu le Mali, a toujours défendu les points de vue du Mali dans les instances internationales. Et sur le plan culturel également, éducation et culture, la Turquie accompagne beaucoup le Mali. Vous avez vu les écoles Marouf à Bamako. C'est des écoles qui produisent d'excellente qualité pédagogique. Vous avez vu également le nombre de bourses que la Turquie accorde chaque année aux jeunes étudiants maliens. La relation Turquie-Mali, c'est une coopération gagnant-gagnant, un exemple de coopération sud-sud qui doit inspirer bien de pays africains.
Les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays s'intensifient. De plus en plus, des entreprises turques sont actives dans les secteurs du bâtiment, de l'énergie, des infrastructures et du commerce au Mali. Une dynamique portée par la compagnie Turkish Airlines qui relie Bamako à Istanbul. Depuis 2012, la Turquie se caractérise par un soutien réel au Mali en matière de défense et de sécurité. La Turquie a toujours accompagné le Mali en termes de formation, en termes de transfert de compétences, en termes de vente de matériel de défense et de sécurité. Et il y a d'ailleurs un accord de défense qui lie la Turquie et le Mali depuis 2015. Il va falloir à cette occasion, puisque les plus hautes autorités de la défense turque sont là, il va falloir revivifier ce cadre de coopération de défense. Et aujourd'hui, nous avons BAMEX. C'est un cas vraiment concret. 15 sociétés turques qui sont là pour exposer leur savoir-faire, les innovations de pointe en matière de défense et de sécurité. La tenue du BAMEX 25 renforce donc la dynamique en cours entre Bamako et Ankara, une dynamique qui tend vers une coopération triangulaire entre la Turquie, le Mali et d'autres pays africains de l'Alliance des États du Sahel. À travers leur coopération, le Mali et la Turquie démontrent qu'il est possible de renforcer la coopération internationale hors des schémas de domination au service de la paix, de la sécurité et du progrès. Et vous pourrez suivre un JT spécial sur BAMEX 2025. Après ce journal, une présentation de Sira Bachili. L'actualité, c'est aussi la reprise des cours ce lundi 10 novembre. Après 2 semaines de suspension suite à la crise de carburant, les cours ont repris ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le district de Bamako, tout comme dans les 19 régions du pays, élèves, étudiants, enseignants et professeurs promettent de se mettre à la tâche pour rattraper le temps perdu. Le ministre de l'Éducation nationale était au groupe scolaire Mamadou Diarra 2 de Medinakoura pour le constat. Compte rendu Fadeba Keita. Élèves et enseignants en venant en aussi grand nombre au groupe scolaire Mamadou Diarra de Medinakoura de l'Académie d'enseignement rive gauche du district de Bamako entrevoient la fin progressive de la pénurie de carburant qui a occasionné les 2 semaines de suspension des cours. Dans les classes, les encadreurs sont à la tâche. Le ministre de l'Éducation nationale se joint aux formateurs, apprenants, parents d'élèves, partenaires et autorités scolaires pour afficher son optimisme. La reprise elle est effective ce matin. Les salles, les tables bancs ont refusé du monde, j'allais dire. Les élèves sont venus en rang serré. Les écoliers ont repris le chemin de l'école. La situation, elle s'améliore. Certes, on avait été perturbé, mais des mesures fortes ont été prises pour que cette perturbation soit surmontée. Elle l'a été. Nous reprenons au niveau, en tout cas, de l'école, ce matin, les activités éducatives. Les classes, les élèves ont répondu présents, massivement présents. Les encadreurs sont là. C'est un bonheur pour le ministre que je suis. Nous sommes prêts à relever les défis pour que les enfants puissent reprendre les cours d'abord et atteindre les niveaux normaux des nombres de semaines que les enfants doivent prendre pour terminer l'année académique 2025-2026. Elle est fortement présente, la rentrée, partout sur le territoire national. Je crois que les premières informations que j'ai, je pense que tout le monde a pris le train de la reprise en marche. Les autorités de la transition mettent tout en œuvre pour un bon approvisionnement du pays en carburant. Eh bien, le constat est satisfaisant. Ces derniers jours, et Bamako reprend son rythme normal. Une situation saluée par les automobilistes, les usagers et les conducteurs des transports en commun. Ce lundi 2 novembre, une de nos équipes a sillonné plusieurs quartiers de la capitale pour le constat. Souma Ouaïdara. Bamako bouge à nouveau. Sur les grands axes de la capitale, les embouteillages font leur retour, mais cette fois, ils ont un goût de soulagement. Le carburant coule de nouveau dans les réservoirs. Pour les habitants, ce retour n'est pas qu'une question de déplacement, c'est un souffle de liberté. L'employé arrive enfin à l'heure au travail. L'étudiant n'a plus à parcourir des kilomètres à pied. Avec cette situation, il était très difficile pour
moi de me déplacer de Sirakoro jusqu'à Kati. Mais Dieu merci, j'ai enfin pu trouver suffisamment d'essence et j'ai repris mes activités. Même en voyant la circulation, on constate qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en termes d'approvisionnement. Les automobilistes et les usagers savourent ce changement. Les interminables files devant les stations-service se réduisent peu à peu et les déplacements quotidiens reprennent leur rythme normal. Personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés depuis le début de la crise du carburant. Le seul problème, c'est qu'il est impossible de faire les pleins. Le plafond est limité à 20 000 francs CFA de carburant, ce qui n'est malheureusement pas suffisant pour mettre à jour. Je suis très content car ma moto est en train d'être approvisionnée en essence. Mon tarif est de 5 000 francs CFA. Je n'ai eu aucune difficulté concernant les files d'attente. Vu que je suis une personne âgée, on me cède toujours la place. Je salue les autorités maliennes pour leur résilience. Pour les transporteurs, après des jours de galère, la reprise de l'approvisionnement est un véritable ouf de soulagement. Je ne peux exprimer ma joie. J'ai pu faire le plein de gasoil dans ma voiture. Je peux donc travailler durant ces 2 jours. Il était difficile de s'approvisionner. Maintenant, ce n'est plus le cas. La semaine passée, précisément le mardi et mercredi, il y avait suffisamment de carburant. Et on souhaite que la situation continue ainsi. J'ai enfin eu du carburant et je suis content. Je suis conducteur de transport en commun et mon gagne-pain dépend de cela. L'autre jour, je suis passé devant une station-service et j'ai pu avoir du gasoil en seulement 2 heures d'attente. Tellement que j'étais content, je n'ai même pas réclamé la monnaie. Plusieurs pompistes confirment une reprise normale, signe que la ville commence à respirer de nouveau. La situation s'est nettement améliorée. Ce n'est plus comme avant, car il y a suffisamment de carburant. Même les clients le confirment. Avant, ils passaient la nuit. Mais en seulement 1 heure, ils repartent avec le précieux sésame. Maintenant, on travaille 24 heures sur 24 heures. Mais avant, ce n'était pas le cas, car on pouvait laisser des jours par manque de carburant. À moins de 2 heures, on arrive à satisfaire nos clients. Entre klaxons, rire des passagers et flux de circulation retrouvés, Bamako reprend son visage habituel, celui d'une capitale animée, vibrante et résiliente qui avance malgré les défis. Tout à fait, Soumao. Et à Koulikoro, le gouverneur, le colonel Lamine Kapori Sanogo, suit également l'approvisionnement en hydrocarbures dans sa région. À cet effet, il a rencontré les membres du comité régional de gestion des crises et catastrophes pour faire le point de la situation. Les détails avec Boubacar Sissoko. Depuis quelques jours, les habitants de la ville de Koulikoro n'ont pas eu de carburant. Face à cette situation de crise, le gouverneur de région a convoqué d'urgence les membres du comité régional de gestion des risques et catastrophes pour identifier les solutions qui s'imposent afin d'approvisionner la cité du Méguétan en hydrocarbures. Cette rencontre visait 2 objectifs principaux. Premièrement, c'était l'approvisionnement en quantité en carburant de la ville de Koulikoro. Deuxièmement, c'était comment répartir géographiquement cette quantité de carburant. Pour le premier point, depuis un certain temps, nous avons constaté qu'il y a moins de 10 000 litres de carburant qui sont fournis au niveau des stations et au niveau des points de vente. Donc au bout de quelques heures seulement, les populations parviennent à s'approvisionner et à vider cette quantité qui est fournie au niveau de la station et au niveau des points de vente. Donc ça, c'est vraiment une remarque que nous avons faite. Cela prouverait certainement que les citernes qui démarrent de Bamako ne viennent pas expressement pour Koulikoro. Sinon, une citerne remplie fait 45 000 litres, selon les spécialistes. À l'issue de la rencontre, les réflexions ont abouti à un certain nombre de solutions d'atténuation de la crise de carburant. Il serait souhaitable que les citernes démarrent de Bamako pour Koulikoro. C'est très important. Deuxièmement, il se trouve qu'il y a seulement 2 à 3 stations qui sont fournies en carburant de façon hebdomadaire. Ces 3 stations ne parviennent réellement pas à servir la population parce qu'il y a un afflux important.
une affluence autour de ces stations-là. Donc nous avions souhaité que ces différentes sociétés acceptent à donner des quantités de carburant aux stations qui n'en ont pas, pour permettre à la population, pour des raisons sécuritaires, que la population ne se masse pas au niveau des seuls points de vente ou des seules stations. Ça pourrait être une convention entre les sociétés, les promoteurs de stations. La moralisation de la gestion de cette situation de pénurie de carburant et la prise de conscience collective à rationaliser la consommation sont les seuls moyens à surmonter cette crise d'hydrocarbures, interpelle le chef de l'exécutif régional. Également, ce communiqué, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration porte à la connaissance du public qu'un avis de recrutement relatif à la mise en place de la télévision de la Confédération des États du Sahel est publié dans le quotidien national l'essor du lundi 10 novembre 2025 et jour suivant. À cet effet, le ministre chargé de la communication informe les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à la direction des ressources humaines du secteur des infrastructures dans la cour du ministère des Transports et des Infrastructures 6 à Dar Salam, Bamako. Alors Bamako, le 10 novembre 2025. Et notre équipe de reportage s'est rendue sur le terrain pour ce triste constat. Incendie à la direction de Kafodjiguineo, 6am de la ACI 2000, en commune 4 du district de Bamako, aux environs de 14h30. Plusieurs dégâts matériels, c'est le triste bilan de ce sinistre. Heureusement, pas de perte en vie humaine grâce à la vigilance de la protection civile qui a pu maîtriser la situation. Écoutons le colonel Adama Diatiki Djara, directeur régional de la protection civile de Bamako, au micro de Bouraïma Diallo et Adama Kamara. Aux environs de 14h40, nous avons été alertés pour feu au niveau du siège Kafodjiguineo. Donc, le centre de secours le plus proche, ça c'est l'ACI 2000, qui s'est présenté sur le lieu, a demandé un renfort. Et c'était un feu qui concernait 2 voitures à côté des barriques contenant des produits d'hydrocarbures et le groupe électrogène aussi. Donc nous avons mobilisé 4 engins pommes plus une citerne d'appui. Ça fait en tout 5. Donc l'effectif total engagé, 70 pompiers. Et vous avez vu les résultats, Dieu merci, nous avons quand même pu maîtriser le feu. Et pour le bâtiment, une seule partie, la partie qui était quand même proche du feu, a été quand même brûlée. Sinon le reste du bâtiment quand même n'a pas été brûlé. Il y a eu quand même aussi des gens qui étaient là-bas, qui ont été sauvés. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Quelques éléments qui ont inhalé du monoxyde de carbone et ils ont été quand même secourus sur place. Encore une fois, nous profitons de votre micro quand même pour demander à nos concitoyens de revoir quand même le produit qu'ils gardent. L'essence est vraiment très très inflammable et l'essence est rapide. Donc il est mieux quand même de sauvegarder son bâtiment, son environnement, mettre le minimum dans le véhicule, rouler avec, ensuite prendre encore, vaut mieux quand même que garder l'essence. Et pour garder l'essence, ça demande plusieurs conditions. Et celui qui le fait, il doit être spécialiste ou bien il fait appel aux spécialistes qui viennent voir et mettre en place, si possible, un piquet d'incendie pour sécuriser. Pas plus tard que tout récemment, vous avez vu, les pompiers sont dans la station par rapport au piquet d'incendie et ils font face au début de feu. Et Dieu merci, ça va. Voilà, suivant ces conseils de la protection civile. Célébration de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, c'est demain, 11 novembre, ici à Bamako. Le thème retenu pour cette édition est rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkoura. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a tenu à rappeler le rôle éminent que jouent nos autorités et légitimités traditionnelles dans la refondation de nos institutions et dans l'avènement du Mali d'Inkoura. La synthèse de son intervention avec Aluseni Touré. Le 11 novembre est désormais institué Journée des autorités et légitimités traditionnelles au Mali. En attendant la célébration demain mardi 11 novembre sous la présidence du chef de l'État, le ministre en charge de la culture, gardien des traditions, rappelle le rôle et la place des autorités et légitimités dans l'éducation et dans la construction du Mali d'Inkoura. Une journée dédiée aux autorités et légitimités traditionnelles découle de la vision du président du Mali, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui, en raison du rôle et de l'importance des autorités et légitimités traditionnelles,
qu'ils ont joué dans la refondation de l'État, dans la reconstruction, dans la cohésion nationale, dans l'éducation à la citoyenneté, et a voulu consacrer par décret une journée totalement et entièrement dédiée aux légitimités pour mettre un accent sur leur rôle et leurs responsabilités, mais surtout pour valoriser leurs fonctions et mettre la gouvernance locale au service du développement de la gouvernance de notre pays et aussi dans le but d'un développement local inclusif. Comme vous le savez, les autorités et les légitimités traditionnelles sont un maillon essentiel dans les dispositifs, que ce soit dans nos traditions, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos collectivités. Ils jouent un rôle prépondérant, essentiel pour la construction, pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale. L'occasion a été saisie par le chef du département pour rappeler la belle coïncidence entre cette première célébration et le décret présidentiel instituant cette année 2025, année de la culture. Une opportunité pour rappeler à tous la nécessité de bâtir ensemble le nouveau Mali. Le rôle et la responsabilité des autorités traditionnelles et des légitimités, ce thème n'est pas fortuit parce que le président du Mali, dans sa déclaration annuelle en 2024, a décidé de décréter l'année 2025, l'année de la culture du Mali. Il a initié un programme présidentiel de développement culturel, touristique et de l'artisanat, appelé programme triennal Mali d'Incroix. Ce programme a mis à profit toute cette année sur la transmission de ces valeurs sociétales à travers nos espaces façon baroquenais qui ont été animés ou co-animés par les légitimités traditionnelles, mais aussi nos différents programmes de Faso Sifiso qui ont travaillé sur la transmission de l'éducation de nos valeurs sociétales aux enfants. On est allé au plus bas niveau des enfants de 7 ans à 12 ans pour les inculquer les valeurs de Dambé et de Maya, chose qui est essentielle pour l'avènement du Mali Croix. Et donc tout ceci en lien avec les légitimités traditionnelles. Cette célébration va désormais compter dans l'agenda culturel malien comme un moment de communion entre tous les Maliens dans un esprit constructif, car réunissant les représentants de toutes les franges socio-géographiques de notre pays. Voilà, donc célébration de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, c'est demain 11 novembre. Et Koutiala est déjà dans les préparatifs du 11 novembre, journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Pour la circonstance, les réunions se tiennent dans les vestibules, perçus comme des temples du savoir-faire et du savoir-être des Maliens. Les garants de la tradition se disent engagés à soutenir les autorités de la transition pour la construction du Mali d'Incroix. ORTM Koutiala, Brahima Kone et Amadou Dolo. Les autorités et légitimités traditionnelles de Koutiala s'apprêtent à fêter le 11 novembre, journée dédiée à elles. Mobilisés et unis comme un seul homme, ces dépositaires des pratiques et traditions culturelles se retrouvent de façon régulière pour la circonstance dans les vestibules, lieux chargés d'histoire. Je sais que depuis nos ancêtres jusqu'à maintenant, le vestibule constitue un bâtiment d'abord d'hospitalité, qui signifie l'hospitalité de la famille. Toute grande famille chez nous avait un vestibule. Nous sommes ici au Djawanatikela de Koutiala. Ce joyau architectural a été construit par Feu Elaï Sidiki Ouattara, à l'époque chef de canton de Koutiala, et a été classé patrimoine culturel national le 14 octobre 2004. Quand on veut trancher un différend entre des villages, entre des personnes, on veut réconcilier mari et femme, c'est dans ce même vestibule que les choses se passent. Le 11 novembre est une occasion de faire un rétrospectif sur les actions menées par les autorités et légitimités traditionnelles qui permettent de cristalliser l'importance du passé à renforcer les liens sociaux et contribuer à la paix et au développement. Nous préparons notre journée dans ce vestibule. C'est le lieu de dire que de commun accord et en parfaite harmonie avec l'administration et la justice, nous avons géré des conflits liés au foncier
et à la chefferie de certains villages. Autour du chef, il y a des marabouts, des Korodouba, des Dosso et des Nyamakala. Ainsi, les décisions ont toujours été collégiales et il n'y a pas eu d'appel après nos jugements. Le thème de cette année, intitulé « Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkroua » inspire les garants de la tradition. Depuis les temps anciens, les enfants étaient éduqués par les sages du village, par les chefs du village, par les notables, par toutes les autorités traditionnelles. Et il s'agit pour moi de rester avec ces valeurs traditionnelles-là, d'encadrer les enfants avec ces valeurs traditionnelles-là, pour que les enfants puissent avoir l'amour du travail, le respect des aînés. Grand respect du président à l'endroit des légitimités. Nous sommes fiers et très contents. Il nous a rendus grands. Nous sommes prêts à agir promptement pour la paix dans notre pays. À Koutiala, les autorités, légitimités traditionnelles et l'administration travaillent main dans la main pour prévenir les conflits et contribuer à l'épanouissement des populations. Je salue la résilience de la population de Koutiala. Je tiens aussi à saluer et encourager nos légitimités traditionnelles pour ce qu'elles font quotidiennement pour la stabilité, le vivre ensemble et le développement harmonieux de notre région. L'occasion est bonne pour moi de demander à tous ceux qui, par orientation religieuse, par mauvaise compréhension ou par profit du gain, ne cessent de donner du tort à leurs parents, frères, sœurs et amis. Ils doivent revenir à la raison. Nous n'avons que ce pays et nous y demeurerons. Le seul bien commun que nous partageons ensemble, sans aucune forme de contestation, de considération, est le plus grand Mali, qui est aujourd'hui présidé avec clairvoyance par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, qui n'a qu'un seul objectif: la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2025 de la fête du 11 novembre, coïncidant avec l'année de la culture, s'annonce tonifiante en ce sens qu'elle implique mieux les autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction d'un Mali d'Inkroua, un type de Malien nouveau respectueux des valeurs morales. Même exercice à Sikasso, RTM Sikasso a tendu son micro au chef de quartier d'Amdalaï Sikasso qui salue la décision des autorités de la transition de dédier toute une journée aux légitimités traditionnelles. Pour l'occasion, il invite les Maliens à l'union sacrée derrière les autorités de la transition. Reportage Yoruba Diabaté et Taïrou Konaté. Du haut de ses 70 ans et de son mètre 80 environ, Karim Koné impose respect et sérénité. Chef de quartier d'Amdalaï Sikasso depuis 2022, cet ancien agent technique de la CMDT, fort de 4 décennies d'expérience, incarne le trait d'union entre le fonctionnaire d'hier et celui d'aujourd'hui. J'ai assumé la fonction de chef de secteur de base, qui est le premier échelon. Après, je fus nommé chef des airs. Et c'est en tant que chef des airs que j'ai pris ma retraite. Dans les années 70, les paysans n'étaient pas dessus comme avant. Nous avons passé par beaucoup de péripéties avant d'arriver à les convaincre. Parce que, dites-vous qu'en 70, je me souviens, on pouvait mettre une charrue dans la Land Rover du chef du secteur, faire toute la journée chercher un preneur sans en avoir aucun. Et ça a crédit, on donne un crédit sans avance. La différence est énorme parce que avant, nous étions des esclaves des paysans. Aujourd'hui, ce sont les paysans qui sont esclaves
de l'encadrement. Interrogé sur l'institution d'une journée consacrée aux légitimités traditionnelles, le natif de Koumantoum se dit pleinement satisfait de cette initiative portée par les autorités de la transition. Aujourd'hui, dans la nomination des chefs de quartier en tant que légitimités traditionnelles et surtout les macarons qu'on nous a donnés, ça a donné de plus, ça a donné du tourisme. Parce que partout où le chef de quartier sort maintenant, il est reconnu comme chef de quartier. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, les gens se respectent tellement ces Macron, ces chefs se respectent tellement ces nominations que vous ne pouvez pas croire. Malgré les multiples difficultés auxquelles le pays est confronté, le septuagénaire garde bon espoir que le Mali saura se relever, n'en déplaise aux plus pessimistes. L'espoir est grand. Là où nous partons aujourd'hui, si jamais le Mali arrive à se tenir debout aujourd'hui, c'est sûr que nous partons par une fin meilleure pour un avenir radieux. Là, j'ai beaucoup d'espoir. Notre interlocuteur salue la voie tracée par les autorités de la transition et les encourage à poursuivre leurs efforts dans cette dynamique positive. Mon message, c'est de suivre l'œuvre qu'ils ont entreprise, que rien ne les déroute. Inch'Allah, ils y parviendront tant qu'ils ne divagueront pas, tant qu'ils ne modifieront pas les trajectoires. Je suis sûr et certain qu'ils y parviendront. Malgré le poids de l'âge et une santé fragile, le chef de quartier d'Amdalaï a confiance en l'avenir de ce pays et invite les Maliens à l'union sacrée autour des autorités de la transition. Longue vie à Papi Karim Koné. Sur un tout autre plan, pour améliorer les recettes, le directeur général des impôts rencontre les agents de ses directions et centres d'impôts du district de Bamako et de Kati. Le directeur et sa délégation sont allés s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations et instructions et aussi saluer l'appui des agents pour la bonne marche des structures et encourager leur participation aux efforts du gouvernement. Reportage Nyanya Traoré et Mbarakou Maïga. Les autorités du Mali compte sur la direction générale des impôts pour relever les défis. Comme un chef de bataillon, le voilà le directeur général des impôts face à ses troupes. Nous sommes au stand des impôts 1, 2, 3 et celui de Kati. De Korofina Nord à l'hippodrome, en passant par Dar Salam à Kati, le message est simple et clair. Atteindre la somme de 1387 milliards de francs CFA d'ici le 31 décembre, date qui marque la fin de l'exercice comptable de l'année 2025 pour le budget d'État. Et pour les avoirs, le directeur Amadou Djankafal retrousse ses manches et galvanise ses agents. On nous a fixé un objectif de la loi des finances que nous devrons atteindre forcément au 31 décembre. Ces objectifs de recettes sont liés des dépenses aussi de l'État. Et pour mobiliser le maximum de ressources, il faut trouver des agents engagés. Et c'est pourquoi nous sommes venus auprès de vous, pour vous dire qu'on s'était engagé pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Nous vous encourageons dans ce sens-là, puisque chacun a un rôle à jouer. L'administration dans son ensemble a un rôle de coordination. Et les services de production ont un rôle de mobilisation. L'un dans l'autre, nous pouvons vraiment relever les défis. Et aujourd'hui, le défi est immense, il est réel. C'est un défi de mobilisation des ressources pour toutes les dépenses que nous connaissons pour l'État. C'est aussi le lieu de vous féliciter par rapport à tout ce que vous avez pu faire depuis ces assises-là. Puisque déjà, les mois témoins, c'était le mois de septembre, nous avons vu vraiment l'évolution par rapport aux engagements qui ont été tenus. C'est dans les locaux de la Direction générale des grandes entreprises et celui des impôts du district que la délégation débute sa tournée. Il est 8h30. À l'issue des échanges, lors desquels le visiteur du jour fera comprendre le rôle important des impôts dans l'économie malienne, les deux directeurs réitèrent leur volonté à œuvrer pour une plus grande mobilisation des ressources. Si on tient compte de l'évolution actuelle des chiffres, donc nous avons tout l'espoir d'atteindre les objectifs de recettes avant le 31 décembre. Donc il faut aussi reconnaître qu'après les journées des 28 et 29, les recettes ont sérieusement évolué dans le bon sens. Nous espérons maintenir cette dynamique. Chez nous, la collecte des recettes, ça relève du classique, on le fait tous les jours. Mais compte tenu des réalités actuelles, on est obligé de serrer encore la ceinture.
voilà, pour pouvoir faire le maximum d'ici la fin de l'année. La DID, la direction des impôts du district de Bamako, est un peu en avance par rapport à l'année dernière. Parce que nous avons quand même une prévision, il faut le rappeler, de 184 milliards de francs CFA. Et par rapport à l'année dernière, à la même période, on était à 122 milliards de recouvrement. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 149 milliards de recouvrement. Donc pour vous dire que l'espoir est permis et nous allons y atteler, nous serons au rendez-vous pour atteindre les prévisions des 184 milliards, s'il plaît à Dieu, au 31 décembre 2025. Un engagement soutenu par les agents sur le terrain, visiblement mobilisés pour la cause nationale. Danaya kelen dorondi ni jamana dara anw ka ɲɛmɔgɔ la anw ka ɲɛmɔgɔ fɛnɛ dalen no anw na surtout an minnu bɛ terrain kan baara in fanga bɛ anw de bolo ka sɔrɔ ka se sanfɛ n'ala ka jɛn an bɛ baara in kɛ an sago la ka baara in kɛ ni chɛfuw hakilina ye ka baara in kɛ ni chɛfuw miirina ye ka baara in kɛ ni chɛfuw kungilenna ye n'ala ka jɛ o tɛ tigɛ an fɛnɛ na. Nous les femmes des impôts nous sommes engagées auprès des autorités maliennes pour l'atteinte des objectifs assignés. Les autorités peuvent compter sur nous. Nous sommes très heureux de rencontrer notre directeur aujourd'hui et son staff. Cap sur la ville garnison de Kati, aux environs de midi. Le 10 centre est défini comme un des maillons essentiels de la structure pourvoyeuse de ressources pour l'État. Kati constitue un centre stratégique pour nous. Pratiquement les centres de Kati entourent carrément toute la ville de Bamako, donc il y a de la matière imposable à ce niveau. Nous disons tout simplement aux agents de Kati d'élaborer toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir recouvrer le maximum de ressources dans ce centre. C'est ici, à Kati, que prend fin la première étape de la tournée du directeur général des impôts. Amadou Djanka Fall, confiant et rassuré de l'engagement de ses collaborateurs, poursuivra ses rencontres ce mardi à travers la ville de Bamako. Actualité AES nous amène d'abord au Burkina Faso. Le ministre de l'économie et des finances burkinabé s'est rendu dans 3 unités industrielles de la ville de Bobo-Dioulasso pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux pour les 2 premières et du processus de fonctionnement pour la dernière. Les unités industrielles visitées permettront la transformation des produits locaux. Kadou Romenki de la RTB. Burkina Kajou, une unité industrielle spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Cette unité a une capacité d'environ 75 000 tonnes. Et pour le ministre de l'économie et des finances, elle peut apporter beaucoup dans la chaîne des valeurs de la noix de cajou. Après Burkina Kajou, cap est mis sur 2 autres unités industrielles. Nous avons fait également un tour à Nafaso, et qui va au-delà de la production de semences améliorées pour également se lancer dans une usine de transformation, de décortiquage du riz qui est en cours de construction. Nous avons également encouragé les promoteurs à accélérer les travaux de sorte à ce que l'unité puisse être opérationnelle le plus tôt possible pour contribuer à l'offensive agroalimentaire, agro-pastorale et halieutique, et notamment par le décortiquage du riz. Alors ici, nous sommes au niveau d'une petite unité qui originellement travaille sur la transformation donc, des mangues, notamment une unité de séchage de mangues. Au sortir de cette visite, c'est un ministre satisfait de la diversité et de l'innovation. L'idée, c'est de dire aussi que nous ne sommes pas juste là pour soutenir les grandes unités. Il y a aussi les petites unités qu'il faut encourager. Donc, nous sommes très satisfaits de la visite. Nous encourageons tous les promoteurs et nous nous engageons à continuer à les soutenir. Ces 3 unités industrielles qui reçoivent ici la visite du ministre sont toutes bénéficiaires du Fonds burkinabé de développement économique et social. Recevoir les ministres montre que ce que nous faisons est vraiment part au-delà même de Bobo-Dioulasso jusqu'à Ouara, jusqu'à les ministres se déplacent pour venir nous rendre visite. Voilà, on est vraiment content de cela. Nous sommes lancés vraiment dans la transformation pour diminuer l'importation du riz. Donc avec le soutien de l'État
le soutien de l'initiative présidentielle et l'offensive agro-silvopastorale, ils ont demandé à ce que des opérateurs rentrent vraiment dans la transformation du riz. Et nous avons l'avantage d'être producteurs et transformateurs. Et au Niger, après le département de Gaya, le président de la République, chef de l'État, le général Abdraman Chani, a également présidé un important meeting populaire au niveau de la tribune de Dosso. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés, notamment la sécurité. Ali Hachimou de la RTN. C'est un accueil exceptionnel, digne d'hospitalité légendaire, qui a été réservé ce matin au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Dans leur mot de bienvenue, l'administrateur délégué de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, et le préfet de Dosso, le commandant Boubacar Alishina, ont réaffirmé haut et fort l'attachement des 20 populations du département de Dosso. Votre présence parmi nous est un signe de votre engagement envers notre population qui, par ma voix, est ravie de vous recevoir ici, dans cette belle cité de Koy. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est toute la population de la commune urbaine de Dosso, hier comme aujourd'hui et même demain, reste mobilisée autour des idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de la vision de votre Excellence. Après une période de dérive et de désorientation qui a fragilisé l'édifice national, le Niger avait besoin d'une refondation nationale basée sur l'autorité et la responsabilité. Comme le rappelle une sagesse du terroir, quand le tam-tam de l'unité résonne, tous les pieds dansent au même rythme. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Dosso s'est dit honoré puis réconforté de cette visite de travail. Grâce à vous, notre grand pays affirme et assume sa souveraineté partout où cela est nécessaire. Ceci n'est pas démontré, c'est une réalité quotidienne. Dans son discours en germain, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a indiqué que la région de Dosso, à l'instar des autres localités du pays, est confrontée à plusieurs défis qui ont pour nom insécurité grandissante, insertion professionnelle des jeunes, les conflits entre les acteurs ruraux, insécurité alimentaire. Concernant le problème des conflits entre agriculteurs et éleveurs, des dispositions pratiques concrètes ont été prises par les autorités administratives de concert avec les chefs traditionnels pour mettre fin. S'agissant de l'insécurité, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a rappelé avant l'avènement du 26 juillet 2023 que le pays était confronté à de multiples atrocités, des attaques ayant occasionné des morts d'hommes, surtout dans les rangs de nos FDS. C'est le cas à Inates, China Godeur, Tongo Tongo, avec la complicité des ennemis de la nation. Voilà, nous reformons la page AES pour parler de Focus Santé. Après l'embolie pulmonaire, la rédaction s'intéresse aujourd'hui à la pneumonie. La maladie est contagieuse et se manifeste principalement par une toux, une douleur à la poitrine ou une difficulté à respirer. Se faire vacciner et avoir une bonne hygiène de vie sont les mesures de prévention contre cette infection pulmonaire. Focus Santé, Koumba Sissé et Alkaou Traoré. Les nourrissons, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont majoritairement touchées par la pneumonie. Cette infection des poumons peut être grave et rendre la respiration difficile. Elle se manifeste par d'autres symptômes comme la toux ou la douleur à la poitrine. La pneumonie, c'est une maladie infectieuse qui touche précisément le parenchyme pulmonaire.
Il y a la pneumonie bactérienne, il y a la pneumonie virale aussi, comme la maladie à coronavirus. Donc, en fonction de l'étendue de la lésion, le sujet peut avoir des difficultés respiratoires. Il y a aussi la douleur, une douleur à type de point de côté et en fonction de la localisation de la lésion pulmonaire. Le diagnostic de la pneumonie repose sur les arguments cliniques et radiologiques, et aussi l'examen bactériologique des crachats ou encore les hémocultures. Mais dans certaines situations, on n'arrive pas à isoler les germes. Le traitement de la pneumonie est établi en fonction de la cause et de la gravité de l'infection. Sa durée est variable. S'il n'y a pas de facteur de gravité en dessous, en une semaine, on traite et on guérit la pneumonie. Mais dans certaines situations, on peut être amené à prolonger les traitements antibiotiques pendant 14 jours, pendant 21 jours et souvent même on peut aller jusqu'à 6 semaines de traitement antibiotique. Si cette infection pulmonaire s'aggrave, le pus peut se former dans le poumon du patient. D'autres techniques sont à envisager pour évacuer ce pus. Quand la personne tousse, la personne émet des sécrétions purulentes. Maintenant, souvent avec la kinésithérapie de drainage, donc on peut vraiment aider ces patients à évacuer le pus qui est là et à stériliser le foyer avec les antibiotiques. Dans certaines situations, on est amené à faire une fibroscopie bronchique. La fibroscopie, c'est un geste où on descend dans l'appareil respiratoire avec l'endoscope et on aspire le pus. Et dans certaines situations, l'abcès peut se rompre dans la cavité pleurale et donner un pyothorax. Et dans ces cas, on est obligé de mettre un drain thoracique pour évacuer le pus et en plus du traitement antibiotique. En plus de l'abcès, il y a aussi l'embolie qui peut être une complication de la pneumonie chez les sujets âgés avec la sédentarité. Maintenant, il y a des facteurs aussi qui peuvent aggraver les tableaux. Par exemple, quelqu'un qui fume, dont les poumons sont abîmés, touchés par les séquelles de la cigarette, et aussi peut faire les formes graves. Et parmi les signes de gravité, il y a souvent la confusion, la perturbation de la fonction rénale. Parfois, il y a une chute même de la tension. Ça peut mettre le sujet dans un état de coma. Et pourtant, certaines pratiques permettent de prévenir la pneumonie. Chez les enfants, actuellement, il y a la vaccination de routine où il y a des vaccins pour prévenir vraiment la pneumonie chez les enfants. Chez les sujets âgés qui ont des comorbidités, qui ont eu des antécédents pulmonaires, il est conseillé aussi de leur faire le vaccin contre la pneumonie. C'est un vaccin qui est disponible, qui est accessible et qu'on trouve vraiment dans les pharmacies. Et ce vaccin est fait tous les 5 ans. Et en plus de ça, il faut une bonne hygiène de vie. Les gens aussi qui font des infections pulmonaires, donc on leur conseille aussi de porter des masques pour ne pas contaminer les autres. Maladie contagieuse, la pneumonie se transmet par voie aérienne à travers des gouttelettes d'une personne infectée. Depuis un certain temps, l'on assiste à une vraie cabale médiatique contre le Mali et particulièrement Bamako, la capitale, de l'intoxication et de la manipulation médiatique orchestrée par certains ennemis du Mali pour faire croire que notre pays n'est pas fréquentable. Peine perdue pour ses ennemis, les Maliens démontrent tous les jours leur foi en l'avenir du pays et leur résilience. Bamako est bien là, debout et vibre au rythme des activités quotidiennes. Circuler, c'est tout le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dombele ce soir. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne, dans toute sa splendeur, vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet. C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure, et souvent avec la complicité de certains apatrides
à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme? C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constitue la dernière digue qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AIS. Mais ce sera peine perdue. Bien dit Sidiki Damali et Bamako debout plus que jamais. Page nécrologique de cette édition. Dr Madiassa Maguiraga, ingénieur-chercheur, nous a quitté le dimanche 9 novembre 2025. Il a été le premier Africain à intégrer la NASA. À 82 ans, il laisse derrière lui une famille, des amis et des collaborateurs inconsolables. Une perte pour le Mali, l'Afrique et le monde entier. Reportage Youssouf Diakité et Aruna Diarra. Dr Madiassa Maguiraga, ingénieur-chercheur et figure emblématique de l'enseignement supérieur et de la technologie, est arraché à l'affection de tous et accompagné ce dimanche 9 novembre 2025 en sa dernière demeure par une famille durement éprouvée, les amis et les collaborateurs. La famille Maguiraga perd un de ses dignes fils de façon générale. Nous qui sommes ses enfants, nous perdons un de nos pères de référence. Un père qui nous a cultivé trois grandes choses. La première des choses, c'est la culture de l'excellence, le travail bien fait, le respect du bien public et l'unité de la famille. Madiassa Maguiraga, peut-être comme vous le savez, n'était plus quelqu'un pour la famille Maguiraga. C'est vrai, nous sommes ses héritiers, mais c'est quelqu'un qui appartenait au Mali entier, qui appartenait à l'Afrique entière. Ce qu'on retient particulièrement du Dr Maguiraga, c'est qu'il a été le premier Africain à intégrer the National Aeronautic and Space Administration, la NASA. Nous avons tous inspirés dans la famille et même dans le pays. C'est quelqu'un, il est généreux, il est sociable. Parce que quand moi je l'ai vu une fois dans son bureau, il y avait une longue file de personnes qui étaient assises. Mais j'ai dit, El Haj, nous on appelle affectueusement à la maison El Haj. J'ai dit, El Haj, mais est-ce que tu peux satisfaire à tous ces gens-là? Il dit, mais ils sont dans les besoins, si je ne les donne pas, comment ils vont faire? Donc vous voyez, donc cela veut dire que c'est quelqu'un, et il était noyé dans sa renommée. Ni Maguiraga jera kapiri bite ani soudainement baraka nyongo fe katla nin che fana jera amatikala abe mo bunya abe mo karama abe hine aywa ni dongo nan mi fang ni ngo anga tonu kene wala kan mi dini ngani ala titilam nodo beni sidang rodo. Pour mémoire, Dr Madiassa Maguiraga est le fondateur du Centre international des technologies avancées CITA au Mali, s'inscrivant dans une démarche de promotion de la recherche et de l'innovation sur le continent. Son engagement ne s'est pas limité au monde académique. Il a été candidat à la présidence malienne en 2002 et 2007 au compte du Parti progressiste populaire. Son décès laisse un vide dans les sphères scientifiques et éducatives africaines. À 82 ans, il laisse derrière lui un monde scientifique et une famille inconsolable. Une perte pour le Mali, l'Afrique et le monde.
Paix à son âme, amen. Et c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Aïché Baba Keïta. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver même heure, même plateau, Dieu voulant. Nos grands-pères disaient que les difficultés ne sont pas des défaites, mais des apprentissages déguisés. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Et le rendez-vous, c'est demain mardi 11 novembre au Parc des Expositions pour la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité, BAMEX 2025. Je vous propose un avant-goût. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie.